Alors François Daubert, quel bilan politique tiré des premières listes de paradis fiscaux? Comment va se faire la notation des pays évalués par le Forum fiscal mondial? Y a-t-il des pressions diplomatiques? Est-ce qu'on peut faire preuve d'optimisme en ce domaine? Merci de me donner l'occasion de participer à votre colloque. C'est d'ailleurs pas la première fois. Et je voudrais à mon tour féliciter les ONG pour le rôle formidable qu'elles jouent pour plus de transparence, pour que ces pays qui sont dénommés paradis fiscaux, ces juridictions, le soient de moins en moins, qu'il y ait de moins en moins d'argent et de milliards qui transitent par ces pays, qui y restent, qu'il y ait de moins en moins d'escroqueries et de trafics divers qui les utilisent comme carrefour, et qu'il y ait aussi, et je crois que c'est un élément qu'il ne faut jamais oublier, qu'il y ait de moins en moins d'utilisation des paradis fiscaux pour prendre l'argent dans les pays en développement et le perdre on ne sait où. Donc les enjeux sur les paradis fiscaux sont considérables. Il y a d'abord un enjeu évidemment de la lutte contre les paradis fiscaux. Il y a d'abord un enjeu financier. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands États se passionnent pour les paradis fiscaux. Alors, ils le font depuis un certain temps, c'est un peu à éclipse, mais enfin c'est vrai qu'avec la crise, les déficits budgétaires, on sent qu'il y a de l'argent dans les paradis fiscaux. Alors on confond un petit peu l'argent qui y est stocké et l'argent qui transite par les paradis fiscaux, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que l'estimation, une dernière estimation qui a été faite, officieuse, on aurait entre 20 000 et 30 000 milliards de dollars qui seraient en offshore. L'offshore, ce n'est pas tout à fait l'ensemble des paradis fiscaux, il y a aussi de l'offshore dans des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, y compris des grands pays, mais ça donne la mesure de la question. Alors en même temps, il ne faut pas trop rêver, même si ça va beaucoup mieux, et ça peut aller beaucoup mieux avec les mesures qui vont être prises, j'espère en particulier l'échange automatique d'informations. Ça peut également exister au niveau européen, où il y a quand même beaucoup de faiblesses au niveau de l'Union européenne. Ça ira certainement mieux pour aller chercher, pour taxer les flux et les stocks qui sont là-bas, voire faire revenir cet argent. Mais il ne faut pas non plus tout à fait rêver. On est dans le domaine fiscal, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de droits. Le droit fiscal est quelque chose qui existe, et l'une des difficultés, justement, c'est à partir de cas très concrets qui sont toujours passionnants. On voit sur le Canada, à partir du Canada, de Monaco, et de bien d'autres pays, c'est de pouvoir les transcrire en réalité en droit et organiser une répression, organiser le contrôle, organiser voir qui est effectivement responsable, c'est-à-dire s'intéresser non seulement aux États, qu'on appelle juridiction un peu dans le jargon de l'OCDE, parce que tous les États n'ont pas la souveraineté totale, toutes les juridictions n'ont pas la souveraineté totale, donc ça permet d'englober des colonies britanniques, d'anciennes colonies britanniques, ou des engins avec des statuts tout à fait particuliers. Mais c'est vrai qu'il faut s'intéresser évidemment aux juridictions, aux relations entre les juridictions, ces juridictions, et les pays qui sont plutôt des sources d'expédition d'argent, et en même temps qui sont souvent les destinataires de l'argent, une fois que l'argent a été blanchi et passé par un paradis fiscal. Et puis, il faut porter l'attention tout à fait particulière, sur les acteurs. Et je crois que c'est ça qui va être la tâche primordiale, à la fois au niveau international, multinational, etc., et au niveau national, les acteurs, c'est-à-dire ceux qui font de l'optimisation fiscale agressive ou moins agressive, ou pas du tout agressive, mais ça renvoie à des responsabilités très précises, en particulier du côté des multinationales, mais ça touche aussi les États, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, les multinationales qui font de l'optimisation agressive, elles le font le plus souvent dans un cadre tout à fait légal, organisé. Même les États-Unis sont spécialistes de petits coups de pouce qu'ils ont donnés il y a quelques années à leurs multinationales, tout à fait consciemment, avec des avantages fiscaux. Et ce n'est pas uniquement le Delaware, c'est la possibilité pour toute
multinationales d'indiquer au fisc américain qu'en réalité, les bénéfices de ces filiales ne seront pas rapatriés. Donc, c'est relativement facile, avec un clic, on le fait juste, quand on est un directeur financier, on indique à l'administration fiscale que les bénéfices de telle société qui est au Luxembourg, qui est aux Bermudes, qui est je ne sais où, on en connaît, eh bien, les bénéfices ne devront pas être rapatriés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un stock de profits non rapatriés de multinationales américaines qui est d'environ 1700 milliards de dollars stockés à l'extérieur des États-Unis et pour la majorité, dans des juridictions non coopératives. Donc, fiscalement, les grands États s'intéressent beaucoup aux paradis fiscaux pour essayer de récupérer de l'argent. Ils s'y intéressent aussi parce que, avec la crise, on s'est aperçu que les paradis fiscaux, à cause de leur opacité, ont été des sources d'ennuis considérables. Ça n'a pas été beaucoup remarqué, mais quand on regarde les pays qui ont été en crise, qui sont en crise dans l'Union européenne, qui ont subi les crises les plus graves, il y a évidemment la Grèce, le Portugal, mais il y a aussi, à cause de leurs banques, très précisément, l'Irlande, qui est un super paradis fiscal, et Chypre, qui, mine de rien, quand même, a failli démolir l'eurozone, avec un point commun, Irlande-Chypre, c'est le n'importe quoi des banques locales qui ont prêté dans des conditions affreuses un petit peu à n'importe qui. Donc, il y a cet aspect paradis fiscaux, organisateurs d'imprudence financière, de prise de risque de la part des opérateurs, des acteurs, et la prise de risque pouvant aller carrément à l'organisation d'escroqueries ou de schémas de Ponzi, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc il y a ce second aspect qui renvoie plutôt à l'idée de régulation de pays qui sont aujourd'hui hors régulation internationale et qui est également très important. Et puis, il y a le troisième aspect qui est la lutte contre le blanchiment, qui est, je dirais, presque un classique. Là, les opérations du GAFI ont tendance à s'améliorer. Il y a effectivement des listes, mais qui sont des listes tournantes, ce qui fait qu'il y a des pays qui y rentrent, qui en sortent, en fonction des améliorations qu'elles ont pu apporter dans l'échange de renseignements. On tourne toujours autour de ce concept. Et puis, il y a le dernier enjeu, qui est la question des relations avec les pays en développement, lutte contre la corruption et tous ces systèmes qui, bien souvent, transitent par les paradis fiscaux. Et on en a eu de bons exemples, malheureusement, qui ne sont pas encore poussés jusqu'au bout, avec le printemps arabe. Il y a eu beaucoup de choses de dites à propos des fonds libyens, des fonds tunisiens, des fonds égyptiens. Quand on essaie de se renseigner en Suisse, par exemple, sur les montants de fonds qui ont pu être retrouvés, bon, il y a eu des annonces au début, depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Et normalement, ça devrait porter sans doute sur plusieurs milliards. Or, là, on en est à quelques centaines de millions. Donc, il y a encore fort à faire. Donc, pour en revenir au premier point, qui est celui qui me concerne plus spécialement, c'est-à-dire la coopération en matière fiscale. Elle est importante. Alors, elle peut paraître un peu curieuse, parce que ça veut dire qu'on cherche à avoir des contrats, en fait, des conventions, des traités entre pays, entre les grands pays, par exemple les pays du G20 ou certains pays de l'Union européenne, et ces juridictions, paradis fiscaux, à statuts divers et variés, qui sont, par exemple, dans l'Union européenne, à la fois des pays à souveraineté totale, États membres, Luxembourg, Irlande, Malte, Chypre, Belgique un peu, Pays-Bas. On peut y ajouter, pour faire bonne mesure, le Royaume-Uni, ou plutôt la City. Mais ce qui est intéressant avec ces chapelets autour, le chapelet proche, Jersey, Guernesey, Île-de-Man, Gibraltar, et puis les Caraïbes, et puis partout ailleurs, ce qui fait que politiquement, les positions de la Grande-Bretagne sont d'une importance considérable. Parce que, directement ou indirectement, le Royaume-Uni a une vue plus ou moins concrète, plus ou moins exigeante, sur
à peu près une trentaine de juridictions qui passent à tort ou à raison pour des paradis fiscaux, ou tout au moins qui ont l'un des attributs, ou plusieurs des attributs des paradis fiscaux, que ce soit en matière d'opacité, que ce soit en matière de non-régulation, d'autorités de régulation qui sont peu compétentes, etc. Donc, cette question de la coopération est tout à fait essentielle. Alors, c'est ce que l'OCDE cherche à mettre en place déjà depuis pas mal d'années, avec une forte relance qui a eu lieu en 2009, à la suite du G20 de Londres, qui a remis en état le Forum mondial sur la fiscalité, dont le but est de faire appliquer par le plus de pays possible la norme d'échange de renseignements de la Convention de l'OCDE. C'est de l'échange de renseignements à la demande. On peut trouver ça un peu faible. Je crois que ça a son intérêt. C'est faible par rapport à l'échange de renseignements automatique, auquel on va, je l'espère, passer. Mais là aussi, il y a une nuance à apporter. On n'est jamais dans le bien ou dans le mal absolu. Et en particulier sur l'échange de renseignements, il faut quand même que ça soit très organisé, parce qu'aujourd'hui, l'échange de renseignements existe entre de nombreux pays. Par exemple, entre la France et les îles Caïmans, on a une convention d'échange, un traité d'échange de renseignements. Dire qu'il marche bien, en fait, il faut que ça soit normé. Et il faut que les choses soient très précises sur le plan juridique pour qu'on y arrive. Donc, on est sur l'échange de renseignements à la demande. Dans le forum, maintenant, il y a 119 membres, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à aller dans le dur. On va même sur l'Asie centrale, ce qui est assez exceptionnel, parce que c'est quand même des coins un peu compliqués, là. Donc, les choses avancent, des conventions ont été signées. Alors, en 2009, pour pouvoir sortir de la liste grise et noire de l'OCDE, il fallait pouvoir signer 12 conventions. Ces 12 conventions ont été signées par une grande majorité de pays, mais le système a été remplacé par le système que nous gérons aujourd'hui et qui va aboutir, je l'espère, en fin d'année ou au début d'année prochaine, à un système de notation en fonction de chaque pays, en fonction de l'application des critères édictés par l'OCDE en matière de transparence et en matière de contenu de ces conventions. Parce qu'une convention d'échange de renseignements fiscaux, vous pouvez pas lui faire dire à peu près n'importe quoi, mais enfin, pas loin. Donc, il faut bien suivre la norme et surtout que cette norme soit appliquée. Donc, on a procédé en 2 temps. Il y a maintenant 97 pays dont les réglementations ont été examinées au plan de la transparence, en particulier un sujet qui est majeur et qui est un peu sous-estimé, je trouve, aujourd'hui, qui est la transparence des entités qui servent de support, par exemple, à l'ouverture d'un compte pour dissimuler le bénéficiaire réel ou le propriétaire réel. Et dans ce domaine, non seulement les paradis fiscaux ont le ménage à faire chez eux, mais un pays comme les États-Unis, aux États-Unis, vous avez des États, bon, ils sont connus, le Delaware, mais surtout aussi le Wyoming, le Nevada, où vous pouvez en 1 heure monter une société. Et cette société peut même être une banque. Alors évidemment, ce n'est pas la banque grand luxe internationale, mais elle peut servir de support à des tas d'opérations. Et là, on est dans quelque chose d'un peu compliqué, qui est d'aller vraiment au fond des réglementations locales. Ce qui fait que les États fédéraux posent un problème très particulier pour cet échange de renseignements. On a d'ailleurs un peu le même problème avec la Suisse, qui explique bien souvent, oui, on a une législation fédérale, mais il y a les cantons, et puis vous êtes aussi, il y a également les communes qui s'en occupent. Donc, ça ne simplifie pas toujours le problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, au vu de l'application de ces critères, on donne des notes, et les notes sur 2 plans, l'existence même de dispositifs en matière d'échange de renseignements bancaires, comptables, etc., des conventions qui sont aux normes, et dans un deuxième temps, on est en train de commencer ce travail, voir si tout ce qui est écrit, qui est si bien écrit généralement, ou qui a été corrigé à notre demande, est effectivement appliqué. Donc, ça repose
aussi sur les tests que veulent bien faire les pays demandeurs par rapport à des pays avec lesquels ils ont des relations un peu particulières. Tout à l'heure, vous avez cité le Canada avec la Barbade. La Barbade n'est pas encore passée, mais ça va être intéressant de voir si l'administration fiscale canadienne a demandé des renseignements à l'administration fiscale de la Barbade sur tel ou tel contribuable qui, par exemple, n'aurait pas déclaré le compte qu'il a dans une banque de la Barbade à l'administration fiscale américaine. Donc, c'est là où on voit la plus ou moins bonne volonté des États. Encore faut-il que ce dispositif d'échange de renseignements, ils s'en servent. Alors, je peux vous dire que la France s'en sert, que ce n'est pas toujours facile d'avoir les bonnes réponses, mais qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup plus de réponses qu'avant. Il y a la question avec la Suisse. On a lancé des opérations d'échange de renseignements. Et sur l'affaire Cahuzac, j'ai une idée tout petit peu différente. Je trouve que ça n'a pas si mal marché que ça. Parce qu'il y a eu quand même un retour. Alors qu'il y a quelques années, vous n'aviez aucun retour de la Suisse quand il y avait une demande d'échange de renseignements. Alors, c'est sans doute pas parfait, bon ça se verra peut-être un jour, j'en sais strictement rien, mais c'est vrai que l'échange de renseignements se met à fonctionner, et d'ailleurs, si on veut vraiment aller vers l'échange automatique de renseignements, il vaut mieux aussi en même temps montrer qu'on peut échanger, y compris sur du renseignement à la demande, qui est évidemment un peu plus exigeant, un peu plus compliqué. Donc les conventions se sont démultipliées. On a 1000 conventions qui ont été signées depuis 3 ans. Là où des pays avaient péniblement donc leurs 12 conventions en 2009, maintenant, vous avez des pays qui n'étaient pas très bien vus, il faut reconnaître, qui se retrouvent avec une quarantaine, une cinquantaine de conventions, avec des partenaires avec lesquels ils ont une relation financière réelle, illégale entre guillemets, ou paralégale, et c'est donc intéressant d'avoir ces échanges de renseignements, parce que, en gros, finalement, ça permet d'améliorer le contrôle fiscal et l'efficacité du contrôle fiscal, et d'aller chercher l'argent où il est et où il ne devrait pas être. Alors après ça, on peut se demander s'il faut que l'argent soit rapatrié ou si simplement il faut qu'il y ait une transparence, une lutte contre l'anonymat. Il est bien évident que ça passe aussi par une dégradation du secret bancaire dans les pays qui l'ont encore. Cette réduction du secret bancaire est quelque chose qui est difficile à obtenir parce que ça peut très bien être annoncé, ça peut très bien être même écrit, mais il y a des tas de moyens, en réalité, de retarder l'accès, en particulier à l'identité du bénéficiaire, et par exemple l'obligation de passer par un juge, ou le fait qu'il y a une notification au contribuable qui fait l'objet d'un contrôle venant de son pays d'origine. Si vous avez un contribuable français qui a des fonds en Suisse non déclarés en France, qu'il y a une demande française, l'administration suisse avertit le contribuable en question qu'il fait l'objet d'un contrôle et d'une demande de renseignement. Ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Mais il faut savoir en même temps qu'il y a des réglementations, des législations sur la protection des contribuables. Et la règle, je ne dis pas la règle générale, mais enfin la tendance lourde, et ça c'est un peu compliqué par rapport à la lutte que nous souhaitons contre les paradis fiscaux, c'est de donner des droits de défense aux contribuables. Et ce dispositif peut assez facilement passer pour un moyen de protection du contribuable. Alors, dans le dispositif OCDE, heureusement, il est inscrit que chaque pays, même quand il a des dispositifs qui freinent le secret bancaire, chaque pays doit au moins avoir des cas d'exception et prévoir des exceptions où on peut lever le secret bancaire sans qu'il y ait poursuite de la part de ceux qui le lèvent. Donc, nous constatons des progrès qui sont importants. Alors, ce sont des progrès dans un cadre multilatéral, parce qu'en même temps a été signé par 2 vagues successives, il y a encore des pays qui doivent être signataires, une convention d'assistance multilatérale.
qui est quelque chose de très important, en particulier pour l'Europe, parce qu'entre dans ce match de l'échange de renseignements des pays qui étaient quand même très, très réfractaires. Donc c'est un progrès qui est tout à fait important. L'échange de renseignements automatique est souhaitable. Pascal Saint-Amand, je pense qu'on en parlera cet après-midi. C'est pas facile, mais il y a apparemment un vent très favorable et qui permettrait en particulier de régler la question européenne avec le Luxembourg et l'Autriche, la Belgique s'étant déjà pliée depuis l'année dernière à l'échange de renseignements automatiques. Encore aussi, faut-il savoir sur quel circuit financier, sur quel transfert de revenus ça porte. Ça peut porter sur les salaires, ça peut porter sur les intérêts, sur les dividendes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en matière sur le plan européen. Ça peut porter sur beaucoup de choses. Ça peut porter sur des titres de propriété, pourquoi pas, ou des contrats de négociation d'emprunt. On peut aller très loin ou rester dans quelque chose de limité. Donc, c'est quelque chose qui va prendre quand même un certain temps, mais évidemment, ça prend le bon chemin et ça reste complémentaire avec l'échange de renseignements tel que nous essayons de l'organiser et de le structurer et de l'améliorer au niveau du Forum mondial et de l'OCDE. Merci.